En virage cette semaine, on fait l'essai de la Porsche Dakar ainsi que la BMW i4. Aux nouvelles de l'industrie, on vous présente le Mazda CX-70 et GM qui fait volte-face et nous revient avec des véhicules hybrides branchables. On répond à vos questions et beaucoup plus. Tout cela à virage dans un instant. Alors, comme vous voyez, on a beaucoup de choses à l'émission. On va aussi découvrir le site Autogo et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. Et oui, à la fin de l'émission, je vais vous parler des billets du Salon de l'Auto de Québec. Ça s'en vient à grands pas. Alors, tout cela à l'émission, bien sûr. J'ai avec moi cette semaine Jacques Bienvenu qui fait un retour après une petite période un peu difficile au niveau de la santé. Et Marc Bouchard qui est là. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va? Oui. La grippe, elle va mieux, Jacques? Oui, oui. Ah, bien... les gens étaient inquiets. Ah. Il est où, Jacques? Qu'est-ce qu'il fait, Jacques? Oui, oui. J'essayais de récupérer et de revenir à la vie, si on veut. Merci beaucoup d'être là. Merci à tout le monde. Ouais. Alors, une grosse grippe d'homme. Marc, en forme? Oui, il le faut. Ouais. Pas une grippe d'homme, c'est un rhume de cerveau, ça. Ah, OK. En tout cas, bref, j'irai pas là-dedans. Non, absolument pas. Marc, tu es arrivé avec un magnifique BMW. Moi, au niveau de la couleur, là, c'est so-so. Mais la i4, véhicule électrique 100 %. Je me souviens lorsque BMW nous a présenté ce véhicule-là en version concept, on l'a fait à 2 ou 3 reprises. C'était la plus belle berline. Puis on s'est dit, s'il faut que BMW sorte ce véhicule-là avec ce design-là, ça va être un hit total. Bon, on l'a assagi de beaucoup, mais ça reste quand même vraiment une belle berline. Bien, il faut dire que dès le départ, la série 4 de BMW est un véhicule absolument magnifique, à mon avis. Donc, on a simplement construit autour de cette silhouette-là. J'étais pour te dire que moi, j'adore la couleur, sans surprise. Bien, évidemment. Mais bon, on est vraiment Ça pas... ne te surprend pas du tout. Non, c'est ça. On ne chicanera pas pour les autos. Tant qu'à moi, il manque seulement le logo de 7-Up dans la porte. Le tour est joué. Alors, j'irai pas là non plus. Sauf que, bon, effectivement, la silhouette, elle est vraiment dynamique, elle est agréable. Évidemment, il y a la calandre en avant qui est peut-être un peu plus controversée. En plus que c'est un véhicule électrique, donc c'est pas une vraie grille, c'est une calandre un peu particulière. Moi, je ne déteste pas, mais disons que ça, c'est la partie qui fait un peu plus réagir. C'est le cas de tous les véhicules électriques de BMW, d'ailleurs. C'est déjà moins catastrophique que le... Mais je commence à m'habituer. Oui, mais comme je te dis, c'est moins catastrophique que le iX où la calandre est un peu particulière. Donc ça, on a quand même bien réussi. On arrive avec un design qui est vraiment, vraiment intéressant. Le modèle qu'on a, nous, en studio, c'est le X-Drive 40. En gros, c'est la version à rouage intégral, donc à 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Total de 396 chevaux, 443 livres-pieds de couple. Sincèrement, c'est un véhicule qui se déplace avec, disons, une certaine facilité. On fait le 0-100 en 5 secondes, 5,1 en fait, selon BMW. Quand tu la places en mode sport, tu ressens vraiment toute la puissance. Donc, chez BMW, on a réussi, avec la voiture électrique, à conserver un peu la personnalité de voiture de pilote. Parce qu'on le sait, quand on regarde du côté des Allemandes, Mercedes, c'est un peu une voiture un peu plus bourgeoise. Audi, c'est quelque part entre les deux. Et BMW, c'est toujours distingué par le plaisir de conduite. On nous a toujours dit que c'était des voitures pour les gens qui aimaient conduire. Dans le cas de la i4, c'est exactement ça. Position de conduite agréable. Bien sûr, système d'infodivertissement qui est un peu compliqué pour rien. Bon, moi, je finis par brancher Android Auto puis à fonctionner uniquement avec ça parce que l'autre, tu cherches les fonctions régulièrement. Tu as par contre un assistant vocal qui est assez efficace, mais dans l'ensemble, c'est surtout la position où tu es vraiment centré autour de la conduite, affichage tête haute, tu as vraiment une conduite agréable et dynamique et tu ne ressens pas, je dirais, le côté peut-être un peu moins stimulant que l'on a tendance à associer aux voitures électriques. Dans ce cas-ci, tu ne l'as pas, même si oui, il y a une certaine lourdeur, évidemment. Là. Une batterie, c'est une batterie. C'est ça. Ouais. Jacques, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que j'en pense,
je suis un peu semblable à vous autres quand je pense au niveau de la calandre avant. C'est que moi, personnellement, j'aime pas. Surtout, il y a des couleurs particulières là, qui fait que tu les as vraiment, les deux. Je sais pas si on peut appeler ça les deux reins, là, parce que c'est à la grosseur qui sont rendus là. Mais à ce niveau-là, j'aime pas ça. Mais en dehors de ça, je trouve intelligent que BMW ait décidé de lancer une voiture électrique qui était une continuité de ce qu'il fabriquait. Alors, on n'est pas perdu. Lorsqu'on regarde cette voiture-là, on n'est pas là, à des années-lumière de ce qui, je pense, exemple, à Kia ou à Hyundai, qui ont fabriqué des véhicules qui sont éclatés. Et Tesla, on la connaît depuis quoi? Depuis 12 ans, c'est vrai qu'on connaît le même modèle de Tesla. Je trouve que BM ont vraiment fait un beau travail à ce niveau-là. Quand on regarde le véhicule en général, c'est beau, c'est bien construit, c'est une qualité des Allemandes, ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, chez Tesla. Parce que moi je portais à comparer ce véhicule-là à Tesla parce que Tesla sont là depuis un bout de temps. Ils ont une bonne mécanique, ils ont peut-être la meilleure mécanique qui existe actuellement au niveau électronique. Mais au niveau carrosserie, là, ça fait dur en bataille, c'est pauvre. Et au niveau du tableau de bord, avec le gros écran à plein milieu, qui a rien devant toi, moi, je suis pas rendu à cette étape-là de jeter un coup d'œil sur l'écran pour savoir comment est-ce que vous roule, etc. Alors que BMW, ils ont ça, avec la tête haute, etc. La bonne position de conduite. Je peux pas rien dire de ça. C'est vraiment une belle voiture, bien construite. Et avec des boutons encore intérieurs que tu peux faire quelques... Je ne sais pas si tu peux changer les postes, même dedans. Là. Je pense que les postes, oui, il y a des flèches, mais moi, j'aime... Au lieu d'aller toujours être dans l'écran, pitonner, puis quand tu conduis, il y a d'autres choses à faire que ça. Il me semble que, tu sais, t'es dans la circulation, tu veux augmenter le chauffage ou le baisser, ou tu veux partir une autre fonction, réchauffer tes sièges, etc. Parce que quand tu es électrique, tu n'as plus, comme lorsqu'on avait nos voitures à essence nos voitures, moins ça encore, nos voitures à essence. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je suis plus encore pour les voitures à essence, tu sais, fait que faites-vous-en pas. Mais j'aime ce véhicule-là et j'aime à le comparer justement, à la Tesla 3 parce que c'est dans ces gammes-là, selon moi. Et les gens, selon moi, vont avoir... ils en ont plus pour leur argent avec ça. Là. Moi, j'aime ça quand tu rouvres la porte et tu regardes ce que ça a de l'air. Moi, j'ai deux de mes petites filles qui en ont des Tesla, là, puis ils ont embarqué Pépère avec eux autres ici à côté. Il me semble qu'il me manquait quelque chose. Les sièges, le bannière qui sont faits, tout ça. Ça, je m'assis là-dedans, puis un jour, ils vont comprendre. Ouais. Tu te reconnais, puis c'est la force, justement, des fabricants, disons, traditionnels, d'offrir des véhicules qui sont plus traditionnels, même si tu as une vocation électrique. Puis ça, c'est la force et c'est ce qui va nuire, justement, probablement, avec le temps à Tesla, où on va devoir revenir probablement un peu plus avec ce qu'il fait, parce que c'est pas tout le monde qui sont prêts, justement, avec la nouvelle technologie. Marc, on a... quoi comme autonomie dans cette belle voiture? Bien, écoute, on a une batterie de 83,9 kWh, donc on a une autonomie qui est annoncée à peu près à 480-490 selon les versions, là, kilomètres. Ça me semble un tantinet optimiste, oserais-je dire, surtout dans des périodes hivernales comme on a actuellement. Petit exemple, moi, ce matin, quand j'ai débranché la voiture, elle était à 80 parce que, bon, la recharge avait été bloquée à 80 par choix. Ça me donnait 252 km d'autonomie. Ce qui veut dire que si on fait un simple calcul, ça me mène à 315 km. Bon, vous me dites, ouais, c'est beaucoup. C'est vrai, c'est probablement dans la façon dont on avait conduit auparavant, parce que sur la route, c'est vrai que je me suis mis en mode Eco-Pro. Okay? Donc, le mode le plus économique. C'est vrai que j'ai pas accéléré trop fou non plus, que j'ai été extrêmement poli avec les limites de vitesse. C'est vrai. Mais j'ai gagné en autonomie plus que j'ai dépensé. Donc, si on m'affichait, par exemple, qu'il me restait 100 km et 100 km d'autonomie, au bout de mon 100 km réel, il me restait encore 30 à 35 km d'autonomie. Donc, l'affichage est même conservateur, je dirais, par rapport à ce qu'on nous propose pour vrai. Donc, ça va prendre un test un peu plus élaboré où là, je vais vraiment vider à 100 pour voir quelle est l'autonomie réelle.
Je dirais que ça va tourner aux alentours de 380, 390 à la lumière de ce que je peux voir. Mais je rappelle qu'il a quand même fait froid. La nuit dernière, il faisait comme un moins 14, moins 15. Donc, évidemment, ça a aussi un impact majeur. Donc, on verra ce que ça va donner. Et quant aux recharges rapides, on estime qu'elle passe de 20 à 80 en 30 minutes à peine sur une borne, bien sûr, là, de 250 kW et plus. Donc, ça aussi, c'est à tester. Ce que moi, j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'était peut-être un peu moins rapide que ça, mais la question est toujours de savoir, et ça, c'est l'affaire la plus compliquée au monde, parce que on nous dit ça en théorie, mais ça dépend de la voiture, de la température, de ce que vous avez fait avant, ça dépend de la borne elle-même, ça dépend d'un paquet de facteurs. Donc, ça va prendre encore quelques jours de test pour avoir la vraie question, mais disons que je vivrais avec ce véhicule-là. Juste parce que je l'aime beaucoup à la conduire. Mais il faut dire bravo à BMW qui se lance à corps perdu dans le véhicule électrique. Berline comme SUV. Donc, on va aller chercher à peu près tout le monde. Si on veut avoir un peu plus de plaisir de conduire, je pense qu'on prend la berline. Mais si on a besoin d'espace, on va prendre le véhicule utilitaire sport. Alors, on en offre vraiment pour tous les goûts du côté de chez BMW. Puis on fait un excellent travail. Absolument. Juste petite précision, elle est aussi disponible. Nous, on a la version intégrale. Il faut préciser qu'il y a 3 autres versions disponibles. Tu as des versions de traction avec moins ou plus d'autonomie selon les capacités. Donc, il faut dire que quand tu dis ils sont partout, puis tu as la i5 qui est une version à haillons, hatchback, qui est à peu près la même voiture, mais avec une... Fait que oui, ils sont vraiment dans tous les créneaux. Là. Excuse-moi, Jacques. Justement. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'au niveau des garanties, c'est un véhicule qui compare à pas mal ce qui se fait sur le marché. On parle de la BMW ou la Tesla, c'est 80 000 km de garantie. La batterie, 12 ans ou 160 000 km. Ça, je trouve pas ça gros au niveau du kilométrage qu'on cancelle la garantie. Perforation, les deux véhicules sont à 12 ans, kilométrage illimité. Je trouve que... C'est long. Je trouve que c'est long. C'est mieux d'avoir une bonne carrosserie parce que les gens ont besoin de protéger leur véhicule et surtout Tesla ont besoin vraiment de les protéger en dessous. Absolument. Ouais. Dernier détail en finissant, c'est quand même 70 000 la version qu'on a en studio. Il y a des versions moins dispendieuses, mais celle qu'on a, c'est 69 000 quelques centaines de dollars. Mais je pense qu'il y a un modèle qui part à 57 8 000. Ouais. Modèle à propulsion. Ouais. Merci, messieurs. Plaisir, Dan. Alors, voilà, on s'arrête à virage et on vous revient. Restez avec nous. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour à Virage et je suis maintenant accompagné de Miguel Pereira Pinto, qui est le directeur général de Autogo. Bienvenue à Virage. Merci beaucoup. Alors, on va découvrir un peu, Miguel, cette nouvelle branche de la Corporation des concessionnaires. Explique-nous un peu, c'est quoi Autogo? Bon, en fait, Autogo, c'est une... Je dis nouvelle plateforme. Je suis tellement habitué de dire nouvelle plateforme. Plateforme qui a été lancée au mois de août 2021, plus officiellement. Vous avez peut-être connu dans le temps, il y a plusieurs années, une plateforme qui s'appelait Occasion en Or, qui était une plateforme, la plateforme officielle de la Corporation des concessionnaires du Québec. Donc, on a décidé, la Corporation a décidé d'amener, en fait, l'Occasion en Or dans une nouvelle ère, l'ère des 2020, en fait, de revamper et de s'associer avec Québécois. Donc, c'est une association de Québécois et la Corporation des concessionnaires. Ils se sont mis ensemble pour créer Autogo, donc la nouvelle plateforme des concessionnaires des automobiles du Québec. L'initiative Occasion Nord, à l'époque, c'était de rendre un service à vos membres, aux concessionnaires automobiles, pour leur département de véhicules d'occasion, restructurer leur département de véhicules d'occasion. Autogo, dans sa nouvelle formule, amène quoi de nouveau, Miguel? Oui, bien, en fait, juste pour renchérir sur le but de ce qui était Occasion en Or, Occasion en Or qui était là vraiment pour créer des occasions pour les marchands de véhicules neufs pour pouvoir vendre leurs véhicules d'occasion à des événements spécifiques.
le but et le mandat d'Autogo aujourd'hui, c'est vraiment d'amener une visibilité à nos concessionnaires, donc aux concessionnaires de la corporation, et de pouvoir leur amener des consommateurs, des consommateurs qu'on sait aujourd'hui qui magasinent à 80 sur le web, donc sur Internet. Si on recule il y a 10-15 ans, les consommateurs, c'était 80 de recherche en concession. On le sait, ils sont beaucoup plus avertis, beaucoup plus d'informations. Donc, on se doit de se positionner vis-à-vis d'autres grands marchés ou d'autres grands sites web qui offrent des services similaires. Donc, c'était de la visibilité carrément pour nos concessionnaires. Absolument. Et également, par le fait même, les gens qui font des recherches, les gens qui cherchent des véhicules d'occasion, on veut faire affaire avec son concessionnaire automobile. Ça veut dire que vous avez à peu près tous les membres des concessionnaires automobiles qui font affaire avec vous? Oui. En fait, présentement, on a peut-être aux alentours de 75 des membres. Il faut comprendre que ce ne sont pas nécessairement tous les membres de la corporation qui vendent des véhicules d'occasion. On le sait que la pandémie, entre autres, a créé une certaine pénurie au niveau des véhicules d'occasion, une pénurie au niveau des véhicules neufs. On peut quand même dire qu'aujourd'hui, début 24, les véhicules neufs, il y en a de plus en plus dans les concessions. Donc, bonne nouvelle, plus qu'il y a des véhicules neufs qui se vendent, plus qu'il y a des véhicules d'occasion qui rentrent dans les cours des concessionnaires. Donc, oui, c'est exactement ça. C'est cette fenêtre-là d'opportunité qui s'ouvre pour les consommateurs et en même temps aussi pour les concessionnaires d'aller chercher cette visibilité-là à travers Autogo. Faire affaire avec Autogo, faire une recherche avec Autogo, évidemment, ça assure beaucoup plus de protection pour le consommateur également qui va faire affaire avec un concessionnaire qui, normalement, a vendu ce véhicule-là neuf. Merci d'en parler. Je voulais justement en mentionner, sans dire que Autogo offre la crème de la crème des véhicules d'occasion, mais c'est un peu ça. En fait, c'est les premiers choix. Un concessionnaire va vendre un véhicule neuf. Évidemment, le consommateur, on l'espère, les concessionnaires le veulent et le poussent pour que les entretiens se fassent directement chez le concessionnaire. Ensuite, ce même concessionnaire-là va souvent racheter le véhicule. Donc, on en sait l'état, on en sait la condition, on l'a entretenu, on lui a donné de l'amour. Et évidemment, c'est l'avantage de faire affaire justement avec les concessionnaires de la corporation, sans compter qu'évidemment, il y a des problèmes des programmes de certification qui s'offrent au niveau de ce qu'on offre comme produit, puis en même temps aussi de garantie prolongée. Donc oui, on a l'assurance de dire qu'Autogo est là pour offrir la crème de la crème des véhicules d'occasion sur le marché, sans dire que aussi, dans les prochains mois, prochaines semaines, il va y avoir aussi les véhicules neufs qui vont être disponibles sur Autogo. Donc, ce sera réellement une porte de marché pour tous les véhicules des concessionnaires de la corporation. On va pouvoir tout magasiner sous le même toit. Oui. Vous avez un site qui est bien fait, qui est visuellement bien fait, qui est facile aussi à naviguer, puis ça, c'est un gros plus. Oui, bien, c'est ce qu'on souhaitait, en fait, avec la relance. On voulait y aller avec du épuré, avec du simple, avec du rapide, quelque chose qui était très pro-consommateur. Évidemment, là, pour les intérêts des concessionnaires, mais encore là, plus au niveau pro-consommateur, pour que le consommateur, lui, une fois rendu sur Autogo, soit très sécurisé dans sa navigation et dans ses processus de contact avec les concessionnaires aussi en même temps. Le focus, c'est les véhicules qui sont à vendre, et non pas des commanditaires ou un overload, excusez l'anglicisme, mais une surcharge de publicité pour enlever cette priorité-là qui est les véhicules des concessionnaires. Rapidement, en terminant, tu as parlé, Miguel, du marché du véhicule d'occasion, qui allait en avoir un petit peu plus. On sait que pendant la pandémie, les prix des véhicules d'occasion ont explosé. Exact. Est-ce qu'on assiste à une correction présentement? Bien, il y a une restabilisation. Dans le fond, quand la pandémie est arrivée, la question que les concessionnaires se posaient, à quand le retour à 2018-2019? Qui était une normalisation. Donc, oui, effectivement, il y en a quand même une qui se crée présentement. Il y a encore une belle valeur au niveau des véhicules d'occasion, c'est-à-dire que si je veux l'échanger pour m'acheter un véhicule neuf, je crois que les consommateurs sont encore en bonne position d'aller chercher quelque chose d'intéressant, mais c'est certain que ce n'est pas ce qu'on a vécu durant les dernières années de pandémie, où est-ce que c'était extraordinaire. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Ouais. Hors de l'ordinaire. Oui, aussi. Oui, définitivement. Ouais.
Miguel Pereira-Pinto, merci beaucoup d'être passé à Virage. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci. Merci à toi, Daniel. Merci. Alors, il est directeur général de Autogo. On s'arrête et au retour, la spectaculaire Porsche Dakar. Reste avec nous. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui la toute nouvelle Porsche 911 Dakar, édition spéciale. Comme si Porsche n'avait pas assez de déclinaisons et de modèles pour sa 911. On a au moins 25 modèles et versions différentes. Voici qu'il en manquait une seule, adaptée au hors-route. Pourquoi pas avec la 911? Alors, cette nouvelle Dakar est la 911 hors route officielle. On l'a appelée Dakar parce qu'évidemment, on a fait un clin d'œil à la 911 de 1984 qui a gagné le fameux Paris-Dakar. Et ça n'a pas été quand même en vain, cette victoire, puisque ça a marqué l'arrivée par la suite des versions 911 avec traction intégrale. Alors, cette nouvelle Dakar est vraiment spectaculaire lorsqu'on la regarde et un peu irréaliste en même temps parce qu'on se dit, waouh, une 911 hors route, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Bien, moi, je dis pourquoi pas. Et voici cette nouvelle Dakar. Pour la développer, bien, on a pris tout simplement une Carrera 4 GTS. Donc, sa mécanique également qui vient avec. C'est son moteur 3 litres, double turbo qui développe 473 chevaux. La PDK à 8 vitesses, donc superbe transmission qu'on a placée à l'intérieur de ce véhicule-là. Donc, c'est la base de la GTS qu'on connaît, évidemment. Pour le reste, bien, on a modifié passablement le véhicule. On a travaillé fort. On a travaillé vraiment fort. D'abord, pour faire un véhicule hors route, adapté pour le sable et dunes, évidemment, version rallye. On a augmenté la garde au sol et on a changé pas mal tout l'aérodynamisme du véhicule. Garde au sol plus élevée de 55 mm. La suspension adaptative peut relever encore d'un autre 30 mm, ce qui donne quand même en pouces, 7,5 pouces ou environ, donc tout près des véhicules sport utilitaires qu'on connaît actuellement. Il y a des choses inhabituelles sur cette voiture-là, c'est assez spectaculaire. Lorsqu'on va à l'avant, d'abord, on n'a pas besoin d'effet de sol, donc on a changé les pare-chocs et on a amélioré l'angle d'attaque pour le hors-route. On a des grilles protectrices en avant parce qu'on peut ramasser du gravier, donc on protège davantage. Et on a un crochet. J'aurais jamais cru vous montrer un crochet pour le remorquage sur une 911. Il y en a un à l'arrière également, donc assez particulier. On a voulu aussi sauver du poids, donc le capot ici est en fibre de carbone, tout comme l'aileron à l'arrière. On a aussi fait développer des roues particulières et des pneus Pirelli Scorpion all-terrain, donc tout-terrain, des pneus tout-terrain sur une 911 et des pneus particuliers à double paroi. Ça veut dire quoi? Hors route, donc sur chemin de gravier et tout, on peut atteindre 170 km/h et 240 km/h sur la route pour des pneus tout-terrain. C'est assez spectaculaire, merci. Donc, on peut aussi avoir cette version aux couleurs du modèle de l'époque. Évidemment, on a changé le mot, vous remarquerez, parce que les connaisseurs vont le voir. Au lieu d'être écrit Rothman, parce qu'évidemment, on ne peut plus mettre de cigarettier, on a écrit Rough Road. Je trouve ça vraiment très, très bien. Et les couleurs sont superbement belles. On a aussi porte-bagages de toit pour tous nos équipements. Si vous décidez d'aller faire du hors-route, vous pouvez le faire. On a les bidons d'essence, on a la pelle et tout le reste. On peut aussi avoir une tente qui vient se greffer au reste. On a des lumières hyper performantes ici à l'avant également. Donc, ça nous donne un emballage qui est vraiment spectaculaire, qui est vraiment le fun pour cette nouvelle 911. On connaît la 911, on reconnaît la 911 dans cette nouvelle version, c'est-à-dire ses propriétés qui sont vraiment extraordinaires sur la route. Chose particulière parce qu'on sait que c'est une GTS, mais on sent un volant un peu plus léger, puis on a une suspension qui est un peu plus permissive, un petit peu plus molle, mais lorsqu'on roule, c'est vraiment très spectaculaire. J'ai pu mettre à l'épreuve les nouveaux modes de conduite sur la 911. Pour la première fois de l'histoire de 911, un mode de conduite
hors route, donc un mode de conduite qui favorise la traction du véhicule, et un nouveau mode rallye qui, bon, pour faire du rallye, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire du dérapage contrôlé, donc plus de couple à l'arrière, et on peut s'amuser un petit peu plus avec le véhicule, ce qui est tout à fait spectaculaire. À l'intérieur, les sièges également, sièges de type Recaro, très confortables dans cette version rallye. On a des sièges plus conventionnels en fibre de carbone dans la version également aussi plus régulière. On a enlevé les sièges en arrière pour sauver du poids, donc fibre de carbone, enlève les sièges, donc on a un poids quand même qui est très, très près du poids du véhicule régulier. Spectaculaire, donc, cette nouvelle 911 Rallye. Son prix également est spectaculaire puisque la version d'essai ici est à 296 000 $. Si vous voulez aller en route avec votre 911 à 296 000 $, je vous lève mon chapeau. Mais évidemment, on comprend très bien qu'à 2500 exemplaires seulement de disponibles, ça va devenir une voiture de collection, sans aucun doute. Alors, on s'amuse du côté de chez Porsche. Quand on a de l'argent et plus savoir quoi faire, bien pourquoi pas nous donner une 911 version hors route, la Porsche 911 Dakar. Nous sommes de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, on a plusieurs nouvelles de l'industrie. On commence immédiatement avec Mazda qui a lancé son nouveau CX-70. On avait hâte de voir de quoi il avait l'air. Dans une présentation, avouons-le, un peu étrange et plutôt raccourci, mais quand même, un véhicule qui est magnifique, un véhicule qui est super beau, dont on reconnaît évidemment la touche particulière parce que, littéralement, c'est un CX-90 auquel on a retranché la troisième rangée. C'est ça. Tout simplement. Sauf que ce qui est assez étrange, c'est qu'on n'a donné aucune information précise au moment du dévoilement du véhicule. On a donné la capacité de remorquage, Ouais, ce qui est assez étrange, ce qu'on donnait jamais du côté de chez Mazda. Effectivement. On dit que c'est 5000 livres. C'est tout ce qu'on sait. On sait évidemment que, comme on l'a dit, c'est un 5 passagers au lieu de 7. Là. Ça va. Mais on n'a pas les dimensions exactes du véhicule. D'ailleurs, on a une petite discussion à savoir, parce qu'il partage la même plateforme que le CX-90, est-ce qu'il aura la même taille, mais plus d'espace de chargement? Ça reste à prouver, bien sûr. On sait qu'on va avoir les mêmes motorisations ou à peu près. Donc, le 6 cylindres en ligne qu'on connaît du côté du CX-90. On sait qu'il y aura aussi une version hybride branchable avec, du côté du CX-90, 42 km d'autonomie. Mais on ne sait pas si ces puissances et distances-là vont être les mêmes du côté du 70. Bien, ça reste à prouver. Si on regarde le véhicule, les mécaniques, tout semble croire que c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est un 90 qu'on a enlevé les bancs puis qu'on a changé tout simplement l'appellation. Ça aurait pu être une autre version du 90. La stratégie qu'on va prendre, bien, c'est selon les marchés. On sait qu'il va être disponible sur 3 marchés et on renvoie la balle à chacun des marchés de nous donner l'information finale du véhicule à l'approche de sa sortie. Donc, ça va être dans quelques semaines. Dans quelques semaines, il faut quand même préciser que pour le reste, on est dans un copier-coller. La partie intérieure, l'habitacle, les technologies qu'on a mis à bord, ce sont les mêmes, en fait, que l'on retrouve déjà dans le CX-90. Donc, effectivement, c'est littéralement le même véhicule qui est assemblé sur la même chaîne de montage, ce qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a retardé. Parce que le CX-90 a été finalement tellement populaire qu'on a manqué de capacité de fabrication. Le CX-90 n'a pas dit son dernier mot, hein, il continue d'être présent, même si les nouvelles ne sont pas nécessairement bonnes, parce qu'on vient de faire un rappel de ces véhicules-là. 43 700 unités du CX-90 ont été rappelées pour quelque chose d'assez sérieux quand même, un problème de direction. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que ce sont les engrenages de direction qui, dans leur façon de fonctionner, expulsaient de la graisse et que ça provoquait une usure prématurée. Donc, on a rappelé ces véhicules-là. On a maintenant trouvé une nouvelle façon de gérer les engrenages. On dit que la graisse va rester prisonnière et qu'on n'aura plus de problème. Mais bref, le CX-90 est actuellement en rappel. Évidemment, on aura corrigé ce problème-là pour le CX-70 qui va arriver bientôt. Absolument. Ça va être à suivre, ça. CX-70. Pour terminer sur le 70, le secret de son succès, ça va être la stratégie de prix.
Oui. Ça, j'ai bien hâte de voir. Entre le 50 et le 90, il n'y a pas beaucoup d'espace Il y a au à peu niveau près du prix 5 000, pour hein. insérer le prix du 70. Donc, ça va, d'après moi, chevaucher soit le 50, soit le 90 au niveau du prix. Donc, ça va revenir au consommateur de faire son choix. Effectivement. Mais si on a raison, puis comme on dit, c'est la même plateforme que le CX90, les risques sont forts que ce soit plus proche du 90. Donc, que ce soit un choix personnel à ce moment-là, vous optez pour 2 ou 3 rangées, à peu près au même tarif, évidemment. OK. Tu l'as dit d'entrée de jeu, et c'est ce dont il est question actuellement, c'est GM qui, semble-t-il, ferait une volte-face, sans jeu de mots, assez impressionnante, parce qu'on ramènerait un véhicule qui ressemblerait à la Volt. Volt qu'on avait abandonné. Volte-face. Exactement. Volt qu'on a abandonné, rappelons-le, en 2019. Un véhicule qui était pourtant le véhicule le plus vendu, électrique le plus vendu au pays. On a décidé qu'on l'abandonnait parce qu'on voulait consacrer toute son unité de production de batterie à des voitures 100 électriques. Or, actuellement, on sait que c'est difficile du côté de chez GM avec les voitures électriques. On a retardé l'Equinox, on a retardé le Silverado. Où est le Blazer? Exactement. Où sont les Cadillac Lyriq? Oui, ça, c'est... Puis écoute, j'ai eu beau essayer de mettre la main sur un Lyriq, là, c'est presque impossible. Donc, on a des problèmes au niveau de la fabrication. On se plaint un peu que ça provient de fournisseurs qui n'auraient pas été en mesure de fournir toutes les parties nécessaires à l'électrification, puis c'est pour ça que ça a retardé. Bon, on peut accorder le bénéfice du doute, mais en attendant, Mary Barra a surtout fait la promesse qu'on reviendrait avec des hybrides branchables. Elle dit que ça ne change rien au niveau des marques comme Buick et Cadillac, qui vont conserver leur pas vers l'électrification. C'est Chevrolet d'abord qui va être touché par ça. Et l'idée, en fait, elle se plaint parce qu'elle dit c'est parce qu'aux États-Unis, on n'a pas encore les infrastructures nécessaires pour le vrai développement des voitures électriques. Donc, on va rester dans l'hybride branchable en attendant que les infrastructures se développent. Annonce qui n'est pas anodine. Puis laisse-moi te faire une prédiction. Oui. Le premier hybride branchable qui va être annoncé, c'est le Silverado. Parce que Chrysler vient d'annoncer son Ram Charger qui a pris tout le monde par surprise. Et je te garantis que c'est dans ce créneau-là qu'on s'en va et que GM va répondre à Stellantis, qui est arrivé avec une idée fantastique. Parce que le Ram nous a tous pris par surprise. Effectivement. Avec des chiffres mirobolants. Alors, moi, je prévois que ça va être probablement le premier véhicule annoncé. C'est assez raisonnable, d'autant que le Ford a plus de misère à vendre son Lightning que prévu. Donc, je pense qu'effectivement, ça pourrait être une bonne piste. Parlant Stellantis, on avait présenté la semaine dernière une espèce d'esquisse du Jeep Wagoneer S. Mais là, on a une photo. Photo du véhicule lui-même, qui est assez particulier, qui est magnifique. C'est beau, ça. Moi, je trouve ça vraiment super beau. Mais la vraie beauté, c'est à l'intérieur qu'on la trouve, parce que on nous a présenté une photo de l'habitacle et tu remarqueras qu'on est encore une fois dans l'abondance d'écrans. On ne dit pas un, mais on parle de 4 écrans qui sont à l'intérieur. Évidemment, tout ça, c'est bon. On dit que c'est une intégration transparente des technologies, qu'il y aura le même système de son Macintosh 19 haut-parleurs que le grand Wagoneer actuel. On parle d'un véhicule qui annonce 600 chevaux, ce qui est quand même pas rien. Un 0-100 en à peu près 3,5 secondes pour un véhicule de cette taille-là, c'est impressionnant. Mais on verra évidemment ce que ça va donner. On n'a pas l'autonomie encore. Non, on n'a pas l'autonomie encore. Parce que là, il y a de la pression. Parce que le Cadillac IQ, on dit que la grosse version va à peu près jusqu'à 700 km. Oui. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va annoncer. Mais là, moi, je pense qu'on va être pas mal moins dans le luxe que le Cadillac IQ. IQ. On va être moins dans l'exagération. Un petit peu, oui, effectivement. Dans la série des véhicules qui disparaissent, il faut lever notre chapeau. Ford qui a annoncé la fin officielle du Edge la fabrication se termine le 26 avril. La particularité du Ford Edge, rappelons-le, c'est qu'il était construit et assemblé à Oakville, en Ontario. On sait que cette usine-là va être complètement remaniée, reformulée. On va amener des nouveaux outils pour présenter les nouveaux modèles électriques de Ford. Donc, le Edge, c'est terminé le 26. Annoncer quelque chose chez Ford, annoncer quelque chose. D'accord. Là, l'Escape est en fin de vie, on le sait. On abandonne le Edge, l'Explorer, bien... S'il y en a un qui est en fin de vie, c'est bien lui. Là. C'est ça. Mais on dit qu'il y aura, en fait, un Explorer probablement électrique et un Aviator probablement 100 électrique qui pourrait être assemblé à l'usine de Oakville, en Ontario. Ouais, on avait 1000 sports utilitaires chez Ford. Là, il n'en reste plus. Il reste l'Escape. Non, puis imagine, on parle d'un investissement de 1,8 milliard nécessaire
en Ontario pour réussir à transformer l'usine. Ça veut dire encore beaucoup de travaux. Donc, c'est pas demain la veille que tu vas rouler en VUS électrique chez Ford. Là. Non, mais je m'attends. Je pense qu'on ne regardera pas seulement l'Escape en version essence puis l'Explorer. Il va y avoir des nouveaux véhicules annoncés très bientôt du côté de chez Ford. Bien, en fait, on parle de plus en plus d'un Bronco électrique là, qui pourrait arriver rapidement. Donc, ça reste à voir. Mais l'Escape, c'est vrai. J'oubliais le Bronco Sport. Mais rappelons quand même que c'est 33 000 par véhicule vendu électrique que Ford perd selon ses propres chiffres. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils sont si pressés que ça de se tourner complètement vers l'électricité. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage et on vous revient rester avec. Nous sommes de retour et je vous avais promis de vous parler du Salon de l'Auto de Québec et des billets. On va faire des personnes gagnantes, celles qui auront été nommées. Vous allez pouvoir venir chercher vos billets à partir du 8 février, ici même à la station 2700 Jean Perrin. Messieurs, on a quand même beaucoup de questions, alors on va y aller immédiatement. On va commencer avec Kim qui a un Volkswagen Taos. Elle dit « Je suis pour changer ma Jetta en fin de location, une voiture de promenade pour les week-ends parce qu'elle travaille à la maison ou en autobus. Alors, elle veut savoir si ce véhicule-là, elle peut le garder à long terme. Elle va faire entre 6 et 7 000, donc disons 6 500 km en moyenne par année. Donc, il n'y a pas rien de contre-indication. 10 000 km. Oui, c'est ça. Il va valoir beaucoup d'argent dans 10 ans. Peut-être, oui. S'il est bien protégé, je pense que ça va être important d'être protégé, parce qu'on sait que c'est une longue période de même qu'on est obligé de le rouler autant dans le calcium et dans toutes les intempéries. Je pense que ça vaut la peine de le protéger. Et le seul vrai défaut que je trouve, moi, sur les véhicules Volkswagen, c'est au niveau de l'électronique, qui a besoin d'être des véhicules qui sont plus sensibles que d'autres. Et de plus en plus, on monte d'électronique dans nos véhicules, les nouveaux véhicules, de plus en plus, c'est fragile. Alors, c'est la seule reproche que je peux avoir, mais autrement, c'est un véhicule de belle dimension, drôlement intéressant. C'est pas le plus stimulant à conduire, on va se dire les vraies choses, là. Mais c'est effectivement un véhicule qui n'aura pas de soucis. D'accord avec Jacques au niveau de l'électronique, particulièrement au niveau du système d'infodivertissement. Mais c'est moins pire que le Tiguan. Le Tiguan est beaucoup plus pire que le Taos. Oui, en fait, le problème, moi, c'est vraiment au niveau de l'infodivertissement. On a eu des problèmes là, au cours des derniers mois, dernières années, avec la plupart des véhicules, depuis le renouvellement de la GTI, entre autres. On a beaucoup de misère avec ça. Donc, on nous dit qu'il y a des mises à jour, que c'est réglé. C'est la seule chose à vérifier. Pour le reste, écoutez, à 6 500 km par année, là, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui ne dureront pas 10 ans. Et voilà. Entretien, évidemment. Puis, je pense qu'à ce kilométrage-là, mon conseil, et pour tout le monde qui fait du vraiment très bas kilométrage, nettoyage des freins une fois par année. Ça, lorsqu'un véhicule ne roule pas beaucoup, on n'utilise pas beaucoup le système de freinage, il faut quand même faire un changement d'huile annuellement. Et à mon avis, un nettoyage de freins va faire en sorte que vous allez pouvoir les préserver très longtemps. Et c'est quelque chose, les freins, c'est le fun que tu parles de ça, parce que c'est quelque chose on oublie parce que c'est bon, les freins en général. Et si on les fait entretenir et graisser un peu tout ce qui a à graisser, ça va durer, on va redoubler la longévité de ça en général. Mais je comprends les gens dire non. Il faut pas exagérer puis charger 300 pour faire un nettoyage de frein. Ouais. Si on charge 300 pour faire le nettoyage de frein, tu te dis, bon, bien, dans 2 nettoyages de frein, je paye quasiment un set de frein. Absolument. Alors, il faut être raisonnable du côté des garages, des concessionnaires auto, puis se calmer un petit peu. Et il y a plus de gens qui vont y faire. Si c'est trop dispendieux, à un moment donné, je comprends les gens qui ont dit non. C'est ça. L'entretien va être fait, s'il est un peu raisonnable. Voilà. Je regarde pour acheter un Santa Fe 2019, 67 000 km. Je n'ai pas le modèle. Est-ce que c'est un bon achat? Absolument. Santa Fe, on n'entend pas parler. Non, on va en entendre parler bientôt avec le nouveau modèle. C'est ça. Le nouveau modèle change radicalement, là, mais... Mais pas comme problème. Non. Pas comme un problème. J'ai des véhicules qui vieillissent bien. J'ai des véhicules qui se démodent pas vraiment.
On l'a tellement changé souvent. Ouais, Ouais, puis mais c'est on un- s'est habitué à ce roulement-là. Puis finalement, qu'on ne sait même plus quelle année qu'on croise sur la route tellement qu'il y en a eu. Mais c'est des véhicules qui étaient bien protégés par la rouille déjà à l'usine et qui étaient bien au niveau de l'électronique. Moi, je me dis, ça vieillit bien. C'est pas les véhicules les plus économiques, par exemple, sur le marché, mais c'est un bon véhicule. Effectivement, un véhicule assez gourmand, surtout ces années-là. Par contre, effectivement, c'est pas un véhicule à problème, rien de connu majeur de ce point de vue-là. Mais oui, c'est vrai que vous avez raison de dire qu'on ne sait plus trop quelle génération on est rendu, là, 2019. C'est un peu compliqué de les distinguer. Y a-t-il un kilométrage de... 67 000 km. Il est neuf. C'est bon. Il est C'est neuf, bon. le Monsieur Simard, qui gagne une paire de billets du Salon de l'Auto. Kim, avec la question concernant le Volkswagen Taos, vous gagnez aussi une paire de billets pour le Salon de l'Auto de Québec. Monsieur Simard a dit, je suis près d'un achat, donc d'un kiosque portage. Je m'interroge sur le fait où je devrais payer plus cher pour le PHEV, donc la version branchable. Je fais environ 20 km pour me rendre au travail. Donc, je pense que la version branchable serait tout indiquée. Si on garde son véhicule le moindrement longtemps, on va réussir à combler l'écart et à laisser tomber l'essence. L'essence. C'est pas gros. C'est pas gros de kilométrage pour aller travailler. Comme tu dis, parce que c'est bon pour environ 35-38 km, si ma mémoire est fidèle de marque. À peu près. Avec 50. Ouais. On fait Ah ben, il y a 50. plus 50. Ouais, le il y en a nouveau, 50. L'été, tu vas mais- faire 50, 30, Ouais. 40. Mais la l'hiver. moyenne, considérons Ouais, 30 qu'entre jours. 35 et 40, L'hiver, ouais. ça serait bon. Alors, ça pourrait justement faire l'aller-retour, être... Mais en lien avec ce que je te dis précédemment, même si vous achetez ça et que vous faites uniquement 20 km par jour, assurez-vous de faire démarrer votre moteur à essence occasionnellement puis de faire les entretiens nécessaires parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, pendant des mois, n'ont pas utilisé le moteur à essence et ont eu des petites surprises au retour. Et des grosses. Mais chez Kia, Hyundai aussi, vraiment, si on laisse le mode normal et qu'on n'appuie pas sur le mode électrique, s'il fait froid, le moteur à essence Oui. va démarrer. Même on Absolument, le trouve un oui. peu trop intrusif, le moteur à essence, surtout par temps froid, parce qu'il réchauffe le système. Et là, il tourne des fois un petit peu trop. Mais si vous le mettez au mode électrique, des fois, on le débarque, le mode électrique. Ça, je vous comprends bien. Il y a Robin qui gagne aussi une paire de billets du Salon de l'Auto de Québec qui nous dit « Je veux savoir si vous savez le kilométrage du nouveau RAM électrique, donc le RAM branchable. Pas le RAM 100% électrique, mais le RAM Charger. » Ça commence à parler. J'ai eu une discussion à cet effet-là avec mon fils. Parce que quand RAM a présenté le Charger, ils nous ont dit que c'était littéralement illimité. Parce que l'idée, en fait, c'est qu'on peut mettre de l'essence dans un moteur à essence puis que le moteur électrique roule tout le temps. On n'a pas annoncé encore le kilométrage. On dit qu'on va être capable de faire entre 1000 et 1200 km avec un plein d'essence et un Électrique. électrique. Donc, théoriquement, c'est ce qui est annoncé, mais en mode purement électrique, on n'a pas tous les détails encore. Mais selon RAM, vous allez être illimité avec l'usage de la batterie. J'ai trouvé ça très drôle comme façon de marketing de vendre les choses. Oui, parce que faut répéter que le moteur à essence ne propulsera pas le véhicule. Non. Donc, il va servir de générateur pour les batteries. Donc, il va toujours envoyer du courant aux batteries et c'est les moteurs électriques qui vont toujours propulser le véhicule. Donc, il est toujours en mode électrique, sauf que dans votre génératrice, qui est votre moteur à essence, qui va fonctionner. Techniquement, on appelle ça un véhicule électrique à prolongateur d'autonomie. Exact. Même si, dans les faits, c'est probablement le moteur à essence qui va utiliser le plus sa puissance pour recharger la batterie. En tout cas, on verra ça va être quoi les chiffres exacts au moment du lancement. Oui, c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir. RDX d'Acura 2016, 106 000 km, propre, pneus d'hiver seulement, donc pas de pneus d'été. On va devoir prévoir l'achat de pneus pour la saison estivale. 22 500 $. Est-ce que c'est un bon achat? 2016, 106 000 km. 106 000 km pour un RDX de ces années-là, qui s'avère être plus fiable que les générations plus récentes. Alors moi, j'ai aucun problème. Dépêchez-vous, puis je trouve que le prix 22 500 c'est raisonnable. Mais il demeure qu'un véhicule à 106 000 km,
dans un RDX, c'est pas un kilométrage élevé parce qu'on entend parler beaucoup plus des gens qui sont rendus autour de 200 000 km et qui n'ont pas eu de problème majeur avec le véhicule, juste entretien normal et on roule. Absolument. Ouais. Ben, rien de plus à dire. En fait, je suis étonné, même qu'à 7 ans d'ancienneté, il n'est que 107 000 km. un Je beau vous kilomètre. dirais, faites-le vérifier comme il faut, parce que effectivement, il pourrait y avoir des petites choses. Tu sais, 106 000 km, c'est très peu là, en 7 ans. Là, on va se le Bien, dire. la portion à vérifier, c'est encore les freins. Les On freins? en parle souvent, c'est encore les freins. Moteur, un bon nettoyage de moteur aussi, ça ne serait pas de luxe du côté du Ouais. RDX. J'ai Simon qui gagne une paire de billets pour le Salon de l'Auto de Québec. Et Simon me dit, je veux des billets pour aller voir le nouveau Aztec au Salon de l'Auto de Québec, sourire à Marc. Donc, Merci, Simon. Je suis très heureux que tu gagnes des billets. je ne pouvais pas ne pas vous donner des billets, Simon, parce que, bon, vous ne le verrez pas, le nouvel Aztec, mais Marc peut-être allez-vous voir Marc. Marc va exposer le sien. Oui, c'est ça. Je ne l'ai plus et je le regrette. Parce que je suis sûr que j'aurais eu un bon prix pour ce auto-là. Ah oui. Très rapidement, en terminant, minivan, on regarde pour une Carnival, donc une famille de 4 personnes. Est-ce que je devrais payer un petit peu plus cher pour la Odyssey ou la Sienna? La Sienna qui est traction intégrale, mais qui est beaucoup plus chère. Donc, pour moi, la Carnival, il n'y a aucun problème. C'est un bon véhicule avec beaucoup d'espace, bien construit. Sienna, ce que j'aime, c'est qu'on peut l'avoir... Elle est hybride uniquement. C'est ça traction intégrale. qui est le côté intéressant. Mais tu vois, moi, la Sienna que j'ai essayée, je trouvais des faiblesses au niveau de la qualité d'assemblage. Je n'étais pas impressionné. La Carnival, elle a presque une forme de VUS, donc je resterai avec la Carnival. Puis allez voir peut-être la Pacifica, parce que vous allez aussi peut-être arriver dans le milieu du prix et ça pourrait être un achat Justement. vraiment intéressant. Jacques, bienvenue, Marc Bouchard. Merci d'avoir été là, Merci. monsieur. plaisir. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Absolument. Pas moi? Non, pas Moi, Marc. je suis pas Marc là. est en congé encore. Moi, je Encore. devrais être Non, là. non. Je m'en vais Toujours. travailler à l'extérieur. Je ne suis pas en congé. On se calme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié votre virage d'aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine pour une autre édition de Virage. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.